Tu me parles?
Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence et je suis très heureux de vous accueillir au nom de la Fédération française d'Ayurveda à cette journée donc internationale de l'Ayurveda, la 9e, et qui a pour thème, donc ça c'est un thème international, l'innovation en Ayurveda. Et donc ça va être l'objet de cette conférence qui j'espère sera pour le plus grand bien de tous les êtres. Et donc, tout au long de la journée, vous allez retrouver différentes conférences. Donc, la première maintenant, avec moi-même, donc sur l'innovation et l'Ayurveda. À 11 heures, vous allez retrouver Rita Ostenberg, qui va vous parler de l'Ayurveda en tant que médecine intégrative. À 13 heures, c'est Clarisse qui vous proposera une vision holistique donc de l'Ayurveda et également du yoga. Et à 16 heures, Manon Moulaine qui parlera donc de la fameuse déprime hivernale que l'on peut rencontrer et surtout des moyens de s'en affranchir avec l'Ayurveda. Ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de revoir ce que c'est que l'Ayurveda. Alors, c'est l'objectif est simplement de vous donner quelques bases, de rappeler quelques bases, tout simplement. Donc, tout d'abord, selon l'Ayurveda, voilà, une bonne santé est considérée comme fondamentale pour atteindre les objectifs de vie. Donc, on en a 4 en Ayurveda, le Dharma, l'Artha, le Kama et le Moksha, donc qui sont les devoirs, les ressources financières, les désirs matérialistes et le salut. Et ça, c'est vraiment la particularité de l'Ayurveda, c'est de s'intéresser non pas simplement à la santé physique, mentale de l'individu, mais surtout au fait que l'être humain puisse réussir sa vie. Et donc, selon l'Ayurveda, cela passe par l'atteinte de ces 4 objectifs. Et cette atteinte, cette harmonie, on va dire, cette atteinte d'objectifs, va passer par l'atteinte de l'harmonie, d'une combinaison consciente de l'esprit, sattva, du vrai soi, ou on pourrait l'appeler l'âme sans aucune connotation religieuse, atma, et charir, le corps physique, le corps grossier. Le corps humain, le corps grossier, est composé de 5 éléments, on va appeler les Pancha Mahabhutas, et on va retrouver Prithvi, qui est la terre, Jal, qui est l'eau, Agni, qui est le feu, Vayu, qui est l'air, et Akash, qui est l'éther. Ces 5 éléments composent également l'ensemble de l'univers. Et ils sont les composants fondamentaux des 3 doshas, dont vous avez sans doute entendu parler, donc Vata, Pitta, Kapha, qui sont des doshas qu'on pourrait traduire en français par humeur ou énergie, qui vont régir toutes les actions du corps, de notre corps. Et donc, comme nous l'avons vu, de par le fait que nous sommes constitués des mêmes éléments que la nature, nous avons un lien fondamental avec la nature et donc avec les changements cosmiques quotidiens et les changements de saison, de l'environnement. Et donc ça sera l'objet de la conférence de Clarisse à 13 heures. Et à partir de cela, l'Ayurveda va pouvoir fournir un certain nombre de lignes directrices pour les régimes quotidiens, donc vraiment au sens large du mot régime et pas simplement alimentaire, les routines saisonnières et également donc des préconisations alimentaires de manière à promouvoir une vie saine qui, rappelons-le, vous permettra d'atteindre donc vos objectifs de vie. Et là, Manon parlera donc des routines saisonnières, notamment en hiver à 16 heures. L'innovation, puisque là nous arrivons à notre sujet, l'innovation, elle rime avec évolution. Et ça, c'est pas quelque chose de récent au niveau de l'Ayurveda, c'est quelque chose qui a accompagné l'Ayurveda dès sa naissance. L'Ayurveda, hein, pour rappel, c'est une médecine qui remonte à plus de 5000 ans
et elle est basée sur un ensemble de textes datant du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et qu'on va rassembler sous le mot Veda, les Védas. Et à partir de ça, l'Ayurveda a évolué en intégrant les influences qu'a pu rencontrer l'Inde au cours de son histoire. Donc on va retrouver des influences de la culture égyptienne, grecque, bouddhiste, islamique, mongole également. Euh, et à chaque fois, on peut s'apercevoir quand on étudie l'histoire de l'Ayurveda que l'Ayurveda a évolué un petit peu, a su innover pour s'adapter à son nouveau contexte de vie, qu'on appelle Satmya en Ayurveda, le contexte de vie. Et ça, c'est vraiment une des richesses et un des points forts de l'Ayurveda, euh, bah, qui nous permet de connaître l'Ayurveda aujourd'hui, 5000 ans après. Certaines médecines traditionnelles ont réussi la même évolution, la même innovation, et sont arrivées aujourd'hui. On peut penser à la médecine chinoise notamment, mais d'autres médecines n'ont pas réussi à évoluer, n'ont pas réussi à innover et ont disparu. C'est le cas notamment en, alors, en Gaule, puisque c'était à l'époque. Euh, Toute la médecine des druides a été vraiment mise à mal par l'arrivée de Rome. Donc là, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu d'innovation. Cette innovation au niveau de l'Ayurveda a été très forte euh, et a vraiment connu une bascule historique euh, avec la colonisation britannique. Dans le sens où pendant cette période-là, la pratique de l'Ayurveda était interdite. Hein. Les Védas, les docteurs indiens, avaient la main tranchée s'ils étaient pris en train de pratiquer leur art. Et donc, ça a vraiment remis en cause le fonctionnement traditionnel de l'Ayurveda et sa méthode également d'enseignement. Jusqu'alors, il y avait vraiment un enseignement de maître à disciple très fort, hein, vraiment au sens indien. Donc, il y avait vraiment un lien extrêmement puissant entre le maître et son disciple. Et ça a dû évoluer avec cette période de colonisation, plutôt dans un transfert de connaissances de père à fils, qu'on vous connaît, enfin, qui est très connu en Inde, en fait, notamment pas avec ce fonctionnement des castes. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Ayurveda a dû innover, évoluer très fortement, et notamment une grosse évolution à l'indépendance de l'Inde, où l'Ayurveda s'est vraiment exprimé pleinement après une période de répression. Généralement, il y a plus d'élan pour vivre. L'Ayurveda aujourd'hui est pratiqué de manière officielle, hein, notamment en Inde, au Népal, au Sri Lanka. Il y a également aujourd'hui euh, vraiment un essor mondial de l'Ayurveda. Je vais vous citer quelques exemples, hein. Donc, vraiment d'innovation, parce que là, c'est vraiment une innovation au niveau de la pratique de l'Ayurveda au niveau mondial, de la transmission, du partage de ce savoir. L'Université ayurvédique de Gurujat, qui est quand même une référence en Inde au niveau de l'enseignement ayurvédique, a signé 9 protocoles d'accord avec des instituts ayurvédiques donc, qui fonctionnent au Japon, en Italie, en Allemagne, etc. Vous avez les noms. Donc vraiment, on voit déjà que l'Ayurveda arrive un petit peu partout. Il y a eu également un ancien protocole qui a été signé avec l'Institut de médecine de Russie, qui n'est plus actuel aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a eu des signatures d'accords assez récents entre l'Inde et la Russie avec le président Vladimir Poutine, donc c'est assez récent, sur la promotion de la santé et de la remise en forme au travers de méthodes indiennes traditionnelles. Donc, forcément, l'Ayurveda est inclus dedans. Historiquement également, on a une présence française, notamment à Pondichéry en Inde, dans le sud-est de l'Inde, donc un lien spécifique. Également des instituts au Royaume-Uni et à Vienne. Aux États-Unis, l'Ayurveda a été très présent et les Américains ont été pionniers vraiment dans l'innovation, l'évolution de l'Ayurveda au monde plutôt moderne. Et ça passe notamment avec le National Center of Complementarity
and Alternative Medicine, qui alloue une bonne partie de son budget à l'Ayurveda. En Inde, il y a eu vraiment une petite révolution qui a été effectuée à partir de 2014 avec la création du ministère de l'Ayush. L'Ayush, c'est le regroupement des 5 médecines traditionnelles indiennes. Donc, on va retrouver l'Ayurveda, le yoga, mais également la naturopathie, l'Unani et le Siddha, qui sont des médecines traditionnelles indiennes. Et là, on a vraiment une volonté très forte au niveau gouvernemental indien d'intégrer l'Ayurveda au monde moderne dans 2 sens, c'est-à-dire d'intégrer dans l'Ayurveda toutes les techniques analytiques modernes afin de conduire à l'adoption et à l'acceptation de l'Ayurveda à l'échelle mondiale dans le système donc, de santé mondial tel qu'il est aujourd'hui. Et ça va passer par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, avec la création en 2022, avec le soutien du gouvernement indien, d'un centre mondial pour la médecine traditionnelle, donc, y compris bien entendu l'Ayurveda. Des stratégies qui ont été définies, donc une première stratégie qui avait été définie de 2014 à 2023 sur la médecine traditionnelle. Cette stratégie a été renouvelée dans un premier temps et aujourd'hui, les États membres de l'OMS ont demandé une nouvelle stratégie pour 2025 à 2034. On a également, là c'est un exemple très concret de ce qui se passe à l'OMS, une 3e enquête mondiale, donc c'est pas rien, sur la médecine traditionnelle pour suivre voilà, les progrès, on va dire, les performances des systèmes traditionnels pour mieux comprendre le rôle, la fonction et l'impact de ces médecines. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment un des enjeux des médecines traditionnelles si elles veulent gagner euh, le monde, le système de santé allopathique, parce qu'aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment plutôt le système de santé allopathique qui domine. Il y a vraiment une nécessité pour les médecines traditionnelles, y compris pour l'Ayurveda, de prouver qu'elles existent, qu'elles ont raison. Et aujourd'hui, le langage qui est utilisé de manière universelle, c'est la science. Et donc, il va falloir innover pour l'Ayurveda euh, dans cet objectif-là, puisqu'il y a vraiment cet objectif aujourd'hui et de diffuser l'Ayurveda au niveau mondial et d'en faire une médecine à part entière et pas simplement une médecine complémentaire. Donc là, je vous propose, et c'est l'objet de cette conférence, un tour d'horizon de l'innovation en Ayurveda. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la recherche scientifique et à la validation, l'utilisation de la technologie moderne aujourd'hui, euh, tout ce qui va être en lien avec les formulations et la production moderne, notamment des remèdes, des médicaments ayurvédiques. L'Ayurveda en tant que médecine et la médecine intégrative, tout ce qui va concerner l'éducation et la formation, notamment des professionnels, et enfin un volet sur la cosmétique et le bien-être. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Tout d'abord, la recherche scientifique et la validation. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience que nous sommes dans un contexte où le recours à la médecine traditionnelle est de plus en plus important. Et là, on va avoir vraiment un enjeu de sécurité, d'efficacité et de contrôle de la qualité. Donc notamment au niveau des produits traditionnels, donc des remèdes, mais également des thérapies et de comment l'Ayurveda, les médecines traditionnelles, vont être pratiquées. Et ça, c'est vraiment, il va falloir aller chercher des procédures pour permettre des priorités donc, au niveau des autorités sanitaires. La nécessité donc d'une méthode, d'un processus scientifique, aujourd'hui on est dans un monde où la science explique tout, donc il va falloir aller chercher ce langage-là pour fournir
euh, aux pays qui souhaitent développer l'Ayurveda une base rigoureuse au niveau notamment des médicaments traditionnels. Et ça, c'est un enjeu au niveau de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a besoin à un moment d'arriver avec un certain nombre de données, de preuves, pour pouvoir inciter les États membres à utiliser tel ou tel remède, telle ou telle pratique. Et en plus, ça permettra d'avoir une base de connaissances plus solide, donc au niveau de chaque pays, de manière à ce que chaque pays puisse définir, en fonction de son contexte de santé sociopolitique, des orientations donc politiques euh, pour réglementer, assurer la qualité, le suivi des pratiques, mais également pouvoir certifier les praticiens et les produits liés à la médecine ayurvédique. Concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine et on s'intéresse notamment beaucoup, parce qu'il y a urgence au niveau de ces maladies-là que la médecine allopathique a peut-être du mal à prendre en charge, c'est tout ce qui va être sur les maladies chroniques, donc la polyarthrite, l'arthrose notamment, où là on a des très bons résultats avec l'Ayurveda. Et aujourd'hui, des études sont faites pour pouvoir prouver ces résultats-là. Également, dans le Journal of Ethnopharmacology, on va s'intéresser à l'anxiété et à la dépression. Et également, un certain nombre d'essais cliniques ont été réalisés sur le diabète notamment. Là, on s'aperçoit également de la puissance de l'Ayurveda pour aller traiter ces maladies. Les remèdes ayurvédiques sont basés sur la biodiversité, le savoir autochtone. Aujourd'hui, quand on parle de remèdes ayurvédiques, on parle notamment de plantes, une association de plantes et de métaux, qui majoritairement sont produites en Inde. Et cette production-là résulte de la biodiversité indienne et également du savoir autochtone. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui très important d'innovation pour pouvoir, tout en se basant sur le savoir autochtone, pouvoir à un moment créer un dialogue interculturel. Parce que par exemple, un exemple très simple, en Inde, donc, en Ayurveda, on va vous prescrire pour telle ou telle maladie des plantes à prendre. Bon, alors en Occident, on n'a pas trop l'habitude d'ingurgiter des plantes, on a plutôt des petites pilules. Et les traitements ayurvédiques, ça peut aller de 2 grammes de plantes à 10 grammes par jour, par exemple. C'est énorme, 10 grammes de plantes à ingurgiter. Donc, il y a vraiment besoin à un moment voilà, de faire communiquer ces deux mondes-là. Là, c'est vraiment un exemple. Il y a un enjeu au niveau mondial, on le sait, au niveau de l'écologie, au niveau de la biodiversité. Donc, voilà. Les piliers, il y a 80% donc, de la biodiversité qui subsiste dans des territoires autochtones. Donc, il va falloir à un moment aller prendre soin de ces territoires-là, savoir innover pour répondre aux besoins mondiaux. Aujourd'hui, le marché des médicaments, il a connu un essor de 66%, une augmentation de 66% par rapport à l'année dernière. C'est absolument colossal, ça se chiffre en milliards. Il y a une consommation énorme et une pression donc sur la production indienne. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement quelque chose un courant parallèle. Il y a quand même 170 États membres de l'OMS, on a 194 en plus, qui déclarent recourir à des médicaments à base de plantes, à l'acupuncture, au yoga, au traitement autochtone. Donc il y a vraiment urgence d'innover sur ces traitements-là. L'OMS a créé une unité spéciale, donc une unité de médecine traditionnelle complémentaire et intégrative. Et également, on réalise, je m'inclus dedans, c'est plutôt sympa, mais non, et réalisé une 11e révision de la classification internationale des maladies.
Donc avec une définition, donc là ça a été posé, ça a été fait au niveau de l'OMS, des définitions, donc des termes de diagnostic des systèmes de médecine ayurvédique. De quoi on parle quand on parle d'un diagnostic ayurvédique, de manière à ce que tout le monde puisse parler le même langage. L'utilisation de la technologie, donc ça c'est vraiment un autre volet qui est très intéressant, hein, qu'on connaît dans le système de la médecine allopathique, mais également qui touche les médecines complémentaires, hein, les médecines traditionnelles. Alors, on va retrouver tout d'abord euh, tout ce qui est plateforme numérique et dont on bénéficie aujourd'hui. Hein. Là, si on se rencontre aujourd'hui, c'est grâce à une plateforme numérique. Et notamment, cela permet la rencontre beaucoup plus facile des praticiens et des patients. Là, on a connu ça avec le Covid. Il y a vraiment eu un essor à partir du Covid de la télémédecine. C'est une révolution, il va falloir innover, donc innover pour aller chercher les moyens de diagnostiquer, puisque traditionnellement en Ayurveda, il y avait une rencontre physique du praticien et du patient, on prenait le pouls, on observait les yeux, on observait la langue, il y avait vraiment toute une partie très importante d'observation du corps qui, à un moment, est un petit peu révolutionné avec ces rencontres virtuelles. Donc, il va avoir innover, aller chercher l'information d'une autre façon. Et notamment, arrivent les objets connectés, les logiciels et les applications, donc qui vont permettre un recueil des données absolument colossal. Aujourd'hui, si vous avez une montre intelligente, elle prend votre pouls 24 heures sur 24 si vous la portez. Enfin, à partir du moment où vous la portez, elle prend votre pouls, par exemple. C'est d'une richesse pour le praticien en Ayurveda absolument colossale. Euh, on peut suivre le rythme du cœur, on peut savoir si vous êtes en période de stress, si vous êtes plutôt relâché, comment vous dormez, à quelle heure vous êtes endormi, à quelle heure vous êtes réveillé, est-ce qu'il y a eu des réveils nocturnes, quelle activité physique vous faites, qu'est-ce que ça représente. Donc il y a vraiment euh, une source de données absolument énorme qui est une mine d'or pour le praticien en Ayurveda. Ensuite se pose bien entendu la question de la gestion de toutes ces données. Où à un moment, ça fait vraiment beaucoup pour un simple cerveau humain, et surtout dans le cadre d'une consultation qui ne va pas non plus durer des heures et des heures. Euh, et là arrive toute la puissance de l'intelligence artificielle et du big data, donc qui n'est pas forcément là pour remplacer l'être humain, le praticien, mais qui va lui permettre de prendre en compte, d'analyser un énorme volume de données issues des objets connectés. Et également, je parlais de l'intelligence artificielle et du big data, ça va permettre également de croiser des données mondiales, ce qui est absolument phénoménal en termes de potentiel, de connaissance, de compréhension, et puis également de pronostic, de soins, de médecine intégrative. Grâce aux objets connectés, aux logiciels et aux applications, nous allons pouvoir également innover sur l'analyse des données et les recommandations personnalisées selon la prakriti. La prakriti, donc je rappelle, c'est la constitution de base en Ayurveda, c'est l'état de vos doshas qui est déterminé à la conception et qui ne change pas tout au long de votre vie. Et la vikriti qui, elle, traduit les déséquilibres éventuels que vous pouvez connaître à un instant T au niveau de vos doshas. Donc ça, c'est absolument phénoménal, tous ces objets connectés qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe en temps réel et sur une période de données absolument phénoménale. Voilà. Si j'ai envie aujourd'hui de connaître le pouls de mon patient sur une semaine, je n'ai pas besoin de le suivre et de prendre son pouls à la main en le suivant partout. Donc voilà, grâce aux objets connectés, j'ai ça. Également, au niveau de l'individu, on va pouvoir transmettre un certain nombre de conseils ou de rappels en temps réel par les téléphones portables notamment. Il peut y avoir un rappel, tiens, est-ce que vous avez pris votre remède ayurvédique? Est-ce que vous avez bien fait votre méditation? Est-ce que vous avez fait votre yoga, etc. Voilà. Avec peut-être des vidéos, des conseils qui vont arriver comme ça, en temps réel, au niveau des objets connectés du patient.
L'Ayurveda également, aujourd'hui, bénéficie de l'équipement de pointe de la médecine allopathique. Ça, c'est vraiment un très gros point fort de la médecine allopathique. C'est tout ce qui va être IRM, tensiomètre, échographie, etc. Ce qui va permettre de renforcer le diagnostic pour aider au diagnostic du praticien. Alors, on peut dire, bah oui, mais déjà, ça se faisait depuis longtemps avec le pouls. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une échographie, un IRM? Voilà. Maîtriser l'art du pouls, c'est toute une vie, hein. C'est au moins 20 ans de prise de pouls quotidienne pour vraiment poser un diagnostic à partir du pouls. On comprend bien que autant dans la société de l'Inde, c'est peut-être encore faisable, parce que avec ce système de caste, de brahman, etc., enfin, donc les gens apprennent depuis tout petit le pouls. Pour un occidental qui se dirige vers l'Ayurveda, peut-être ou plutôt vers ses 20 ans, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant, euh, bon, ben voilà. Avant de maîtriser le diagnostic du pouls, c'est bien d'avoir d'autres outils à disposition et l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont vraiment complémentaires au service du patient. Tout ce qui va être formulation et production donc moderne et au niveau mondial. Euh, Traditionnellement, en Ayurveda, bah, c'est une préparation manuelle des médicaments ayurvédiques, donc qui sont composés de plusieurs plantes et éventuellement de métaux également. Euh, voilà, bah, on comprend bien que pour répondre à la demande mondiale aujourd'hui, euh, bon, il va falloir trouver d'autres moyens de production, un en volume, ça c'est important, mais également en sécurité parce que bah, la fiabilité de la formulation, euh, l'humain est humain, il peut commettre des erreurs. Par contre, en termes de santé, nos sociétés ont de plus en plus de mal à accepter l'erreur. Donc il va falloir vraiment, il y a un enjeu énorme, il y a un besoin énorme d'évolution sur la façon dont on va préparer les médicaments ayurvédiques. Et donc, l'enjeu, ça va être de combiner la technologie contemporaine euh, afin de comprendre les concepts fondamentaux déjà des plantes et ensuite appliquer un certain nombre de facilités modernes qu'on a. Donc, notamment, on peut penser à la bioinformatique. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer parce que le temps passe. Rita, à 11 heures, va parler donc de tout ce volet-là de médecine intégrative. Donc, je vous invite à vous connecter à la conférence de Rita si ce sujet, si ce thème, cette thématique vous intéresse. Moi, je vais vraiment ne faire que la survoler. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment un marché en augmentation exponentielle sur les plantes ayurvédiques qui pose un véritable problème en termes de durabilité au niveau de la production, au niveau de l'environnement, au niveau des plantes. Voilà, euh, on crie au scandale quand on fait des monocultures en France. Bon, ben voilà, il ne faudrait pas non plus qu'on incite par notre consommation de plantes à ce développement d'agriculture en Inde. Également la conservation, parce que les plantes, ça se conserve un peu plus difficilement. Il faut qu'elles soient bien séchées, il faut qu'elles restent dans une certaine hydrométrie, il faut que, en plus, la plante a une durée de vie thérapeutique assez courte. Donc, il y a vraiment tout un système qui est très important à mettre en place et il va falloir vraiment innover là-dessus. Également, protéger le savoir traditionnel. C'est un savoir aujourd'hui euh, qui arrive d'Inde, qui arrive de manière donc traditionnelle avec un, un savoir, comme on l'a vu, autochtone. Mais il va falloir protéger ces gens-là parce que Big Pharma, quand ils arrivent, c'est pas... voilà, bref, il faut penser à protéger également tout ça et garantir l'accès à ces médicaments-là également. Et donc, a été mis en place le National Medicinal Plants Board par le gouvernement indien en 2000, qui est révisé et qui est réactualisé de manière régulière. Donc là, on a vraiment un énorme enjeu
au niveau de la production des plantes, la formulation des médicaments ayurvédiques, de la médecine ayurvédique. C'est vrai que le mot médicament n'est pas très autorisé pour les médecines traditionnelles, donc vous n'en voudrez pas, j'espère, de l'utiliser parce que c'est quand même ce qui est le plus parlant. Et donc aujourd'hui, on arrive avec une préparation industrielle, donc une production à grande échelle pour répondre à la demande qui est exponentielle, qui amène alors, un côté industriel qu'on peut peut-être, voilà, enfin, qui est tel qu'il est. Voilà. En tout cas, il y a des points positifs, c'est-à-dire qu'avec cette préparation industrielle, on a un respect des normes de sécurité et de qualité qui est indéniable et qui va créer une fiabilité des produits. Aujourd'hui, a été publié 1036 formulations ayurvédiques standardisées. Donc ça, c'est important, elles sont standards. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver les mêmes, quel que soit le producteur. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Euh, et donc, une mise en place également d'une commission de contrôle, parce qu'il va falloir contrôler. Et également, comme je vous le disais tout à l'heure, traditionnellement, les plantes, on les prenait comme ça, avec des décoctions de lait, de ghee ou d'eau chaude, ou d'aloe vera, enfin bref. Euh, bon, c'est vrai que arrivent les comprimés, les capsules, hein, les patchs, pas les matchs, hein, les patchs transdermiques. C'est quand même plus pratique et c'est plus dans notre satna, dans notre contexte de vie. On a plus l'habitude de prendre ce genre de remèdes que de prendre des quantités assez importantes de plantes. Donc l'Ayurveda et la médecine intégrative, là, j'en parle juste vraiment 30 secondes. Qu'est-ce qu'on parle de ça? On parle de l'intégration de l'Ayurveda dans la médecine moderne. Et donc là, on a plutôt vu jusqu'à maintenant l'intégration de la modernité dans l'Ayurveda, mais il y a vraiment un enjeu d'intégrer l'Ayurveda dans la médecine moderne, dans nos hôpitaux, dans notre système de santé actuel. Je parle pas simplement en France, mais au niveau mondial. Et également euh, intégrer l'Ayurveda dans les autres médecines traditionnelles. On peut intégrer tout à fait, et moi je le fais, je connais un praticien en médecine chinoise, on est très complémentaires sur notre approche, et c'est hyper intéressant, mais également la naturopathie, l'acupuncture, pour avoir une approche encore plus holistique, encore plus globale de nos patients, des personnes qu'on peut accompagner grâce à l'Ayurveda. Et là, je vous invite vraiment à retrouver Rita et Clarisse donc, à leur conférence. La bioinformatique, tout ça, bon, ça c'était des petites slides que j'avais préparées si on avait le temps, mais là le temps passe, je préfère passer là-dessus pour pouvoir privilégier un moment d'échange et de réponse à vos éventuelles questions, sachant que ça sera abordé donc, par d'autres de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus complète. Un enjeu également, donc on l'a vu, au niveau de l'éducation et de la formation. Alors l'éducation, on va peut-être plus parler peut-être en Inde, la formation, bon, bref, les deux sont importants. Et là, on va avoir une intégration donc de la formation sur les développements scientifiques. C'est-à-dire que comment je vais pouvoir utiliser les développements scientifiques, la pharmacologie moderne et la technologie de pointe dans mes programmes d'études traditionnels de l'Ayurveda, mais également comment je vais amener l'Ayurveda dans les programmes d'études et de formation des autres médecines. Donc là, il y a vraiment un enjeu, une évolution. Et on le voit, hein, c'est le résultat de tout ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir des études scientifiques, il va falloir un langage interculturel de manière à ce que l'Ayurveda soit compris partout. Et donc, il y a vraiment une évolution qui est en train d'être faite, et qui est en train d'être réalisée, et une innovation qui est vraiment très forte. Aujourd'hui, il subsiste encore cette tradition donc, de maître à disciple.
Mais il existe également des universités indiennes, des universités, alors peut-être pas universités, enfin universités aussi aux États-Unis, en Suisse, il y a vraiment, on peut vraiment dire que c'est des universités. En France, on a vraiment des centres de formation qui sont là avec une approche totalement occidentale. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez vous former en 3 ans à l'Ayurveda, euh, mais également, il y a tout un cursus en ligne qui est très fort, et ça, c'est très, très récent. Et ça, c'est vraiment rendu possible par les plateformes numériques, et on peut remercier le Covid qui a eu un effet très positif pour pousser vraiment les gens euh, à s'ouvrir à ces plateformes numérique. Et c'est accessible à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de suivre, enfin, moi je l'ai fait à titre personnel, mais j'ai suivi un enseignement également en France, mais j'ai suivi les enseignements de Vincent Lade en direct des États-Unis, d'Atria Smith en direct de Suisse. C'est absolument magnifique de pouvoir être, recevoir l'enseignement de ces maîtres. Et aujourd'hui, vous pouvez tout à fait aussi suivre des formations en numérique en Inde avec des Védas indiens. Et ça, c'est d'une richesse, enfin vraiment pour avoir expérimenté, c'est vraiment d'une richesse géniale, quoi. Heureusement, je ne suis pas obligé d'aller aux États-Unis, en Suisse ou en Inde à chaque fois que je veux me former. Et un grand pas qui a été fait pour cette formation, cette éducation, c'est les benchmarks de l'Organisation mondiale de la santé, où donc ça a été aligné sur les objectifs de la stratégie de la médecine traditionnelle de 2014-2023. Donc ils sont téléchargeables, vous pouvez aller sur le site de l'OMS et les retrouver. Et ce sont 2 ouvrages qui regroupent pour l'un le savoir fondamental requis pour ceux qui souhaitent exercer et former en Ayurveda, c'est-à-dire un énorme cahier des charges à destination des centres de formation en disant, voilà, pour qu'un praticien puisse exercer, il lui faut tel savoir, tel savoir, tel savoir, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de la formation et au niveau de l'éducation. Donc ça, c'est le premier benchmark qui a été fait. Et ensuite, on a un deuxième benchmark qui rassemble les exigences techniques générales et minimales pour avoir une assurance qualité et une réglementation de la pratique de l'Ayurveda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que praticien, enfin, en France, n'importe qui, c'est pas réglementé, peut euh, s'introniser praticien en Ayurveda et proposer des conseils, des soins, etc. Euh, ça, c'est assez limite, on va dire, notamment dans une logique dans cette logique d'innovation, d'évolution de l'Ayurveda. Et là, on a enfin des documents certifiés par l'OMS pour pouvoir poser les choses et à un moment pouvoir définir quel est le cadre de pratique de l'Ayurveda pour assurer une sécurité à la personne qui viendra voir un conseiller thérapeute en Ayurveda et qui dira, OK, je vais voir quelqu'un qui est certifié. Et voilà, c'est plutôt positif. Enfin, le monde des cosmétiques et du bien-être. Alors, également, voilà, vraiment dans les deux sens, hein. Euh, on a l'Ayurveda, et on le voit aujourd'hui fleurir. Euh, L'Ayurveda amène énormément d'innovation dans le monde du bien-être et des cosmétiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de cosmétiques qui se révèlent, enfin, qui se disent plutôt ayurvédiques. Après, bon, là encore, tout n'est pas réglementé, donc il faut vraiment arriver avec ses lunettes et puis aller regarder ce qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, on trouve de manière vraiment très facile et on trouve vraiment de tout, donc des très bons produits comme peut-être des moins bons, euh, sur les shampoings, les crèmes selon les principes ayurvédiques. On a retrouvé même à un moment des céréales ayurvédiques. Après, effectivement, quand on regardait ce qu'il y avait dedans, il n'y avait pas grand-chose ayurvédique, mais bon, voilà, ça existait. Euh, Également, les massages, les soins corporels, aujourd'hui, majoritairement en France, beaucoup de spas proposent des massages ayurvédiques. Sont-ils vraiment ayurvédiques ou pas? Là,
qui peut le dire, puisque ce n'est pas réglementé, ce n'est pas défini, donc il y a vraiment urgence également d'innover tant au niveau euh, de la réglementation des pratiques que sur la formation pour certifier, ben voilà, ça c'est un massage ayurvédique, ça c'en est pas un. Un très bel exemple de l'évolution concrète, c'est le panchakarma. Le panchakarma, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est cette fameuse cure de santé de l'Ayurveda. Je dis volontairement cure de santé parce que c'est vraiment promu comme ça aujourd'hui. Tout le monde peut aller faire un panchakarma et puis c'est vu comme une cure de jouvence, ça fait du bien, c'est super, etc. Bon. À l'origine, le panchakarma, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment un acte médical qui est prescrit par un praticien en Ayurveda avec un objectif thérapeutique. Aujourd'hui, il y a vraiment un engouement pour les panchakarmas. Beaucoup de personnes d'Occident vont en Inde suivre des panchakarmas. Et puis également, on en trouve de plus en plus dans les pays occidentaux, même en France, on en trouve, et qui sont très bien. Et on a une évolution, en fait, des pratiques du panchakarma qui étaient très traditionnelles, mais qui aujourd'hui s'adaptent, et notamment grâce à la thérapie à la vapeur. Enfin, il y a vraiment une évolution de la thérapie à la vapeur, de l'enveloppement à base de plantes. Aujourd'hui, c'est complètement révolutionné par rapport à ce qui pouvait se faire, mais ne serait-ce qu'il y a, allez, 10 ans, 15 ans. Également, on a vraiment une évolution très forte dans le sens où on peut préparer et suivre en ligne. C'est-à-dire qu'avant que la personne vienne faire son panchakarma, arrive dans le centre de cure, ben, on peut l'accompagner, la préparer, suivre sa préparation qui est très importante en amont, mais également la suivre en aval sans que la personne réside pendant 6 mois en Inde ou dans son centre ayurvédique. On a également, comme on l'a vu, l'utilisation de la technologie de pointe, donc tous les outils de diagnostic, d'imagerie, pour suivre l'évolution des déséquilibres, pour suivre l'évolution de la progression au final. Donc c'est encore plus fin le suivi qu'on va pouvoir avoir avec nos patients, enfin nos patients, les personnes qu'on accompagne. Et puis également, l'évolution des retraites et des centres ayurvédiques. Aujourd'hui, il y a un boom en Inde, c'est impressionnant, la création de centres ayurvédiques euh, est absolument énorme et ça n'a plus rien à voir. Les centres qui sont créés aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qui pouvait exister, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Donc il y a vraiment une révolution au niveau des marchés des cosmétiques, au niveau du marché du bien-être, qui est très forte et qui de manière générale, un petit peu, c'est souvent ce qu'on peut voir au niveau de notre société sur bien des plans, c'est que ça va très vite et ça va même trop vite. C'est-à-dire que définir les choses, se mettre d'accord au niveau d'un pays, au niveau entre les pays également, ça prend du temps, c'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts. Et par contre, la technologie, la société avance très vite et elle n'attend pas que ce soit défini. Donc là, il y a vraiment un enjeu très fort qui a été ressenti et qui a été pris vraiment en compte au niveau du gouvernement indien pour faire innover l'Ayurveda sur bien des domaines. Et là, j'en ai abordé quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive et c'est vraiment... et c'est en plus quelque chose qui est en cours. Ça existe, c'est pas encore défini, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, je vous partage ici mes éléments alors, c'est pas forcément une bibliographie au sens propre du terme, c'est plutôt un partage des ressources sur lesquelles je me suis appuyé pour vous proposer cette conférence, qui j'espère vous a intéressé. Maintenant, j'ai suffisamment parlé, sans doute beaucoup trop, et si vous avez des questions, c'est vraiment avec plaisir que j'y répondrai. Si vous souhaitez aussi réagir, peut-être partager un savoir ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Pensez juste à activer votre micro, puisque par défaut,
il a été coupé. Si j'ai arrêté mon partage d'écran, ça sera plus sympa. Voilà, arrêter le partage. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des réactions également, si vous avez quelque chose à partager, ce sera avec plaisir. Donc, on a un petit message de Lydia qui... Merci beaucoup, très intéressant. Merci Lydia, merci pour votre présence, pour votre écoute. Moi, j'ai une question. C'était très intéressant et vous avez parlé des protocoles standardisés. Euh, en Suisse, moi je suis en Suisse, j'étudie l'Ayurveda et on a des fournisseurs qui nous font des produits qu'ils appellent avec les noms de certaines de certains mélanges qui sont, je pense, standardisés, par exemple la Nutella. Et il n'y a pas tous les ingrédients qui sont listés dans la pharmacopée indienne. Mhm. Et la question est-ce légal? Est-ce que ces protocoles standardisés, ils sont reconnus internationalement ou seulement en Inde pour la production des produits? Est-ce qu'on peut usurper un nom et mettre certes certaines plantes qui y sont, mais pas toutes, et pas dans les bonnes quantités? Alors aujourd'hui, légalement, oui, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de marque déposée sur, si on prend l'exemple de la Nutella, mais également sur toutes les formulations indiennes qui peuvent exister. Euh, Traditionnellement, la composition de ces formulations est décrite dans les textes de l'Ayurveda, euh, mais il n'y a pas aujourd'hui d'organisme de contrôle. Mhm. Aujourd'hui, vous voulez en acheter, bah, vous ne savez pas ce que vous achetez. Enfin, foncièrement, Voilà, c'est si ça. vous regardez pas. Il y a une obligation d'étiquetage, par contre, ça c'est important. Et quand vous achetez un produit, une formulation, euh, le fabricant est obligé de mettre qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas forcément les quantités, mais au moins il y a la liste des ingrédients. Ça, c'est une obligation. Oui. On a au moins ça. Après, est-ce qu'il y a tout ou pas? Bah, on ne sait pas. Comme ce n'est pas défini légalement ce que c'est et qu'est-ce que c'est que la Nutella, bon, bah voilà. Ok, j'achète de la Nutella. Si moi, je ne sais pas, en tant que praticien, parce que je sais qu'il y a ça qui rentre dans la composition, et que donc ce produit est conforme ou pas, et encore, j'irai en Inde, vous savez, il y a l'Ayurveda, il y a des Ayurveda en Inde. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des petites subtilités qui changent au sein même de l'Inde. Oui, enfin là, moi j'ai fait la comparaison, je suis chimiste à la base, donc j'ai regardé ce qu'il y avait dans la pharmacopée, et puis il y avait aussi la description avec les quantités, et ça correspondait pas du tout. Parfois, il y avait même des espèces qui étaient remplacées par d'autres. Euh, oui, et puis Voilà. les quantités étaient très, très, très différentes. Même en supprimant les plantes qui n'avaient pas été utilisées, on n'avait Mhm. pas les proportions qui étaient données qu'on pourrait dire données selon la procédure indienne. Mais bon, oui, non, mais c'était pour information. Parce que c'est ce que je pensais aussi. Et j'ai demandé aussi en Suisse et j'ai pas eu de réponse affirmative. Mais je pense que ce serait bien dans ces cas-là que ces protocoles standardisés ils soient aussi une base pour tout le monde pour travailler. C'est en ce sens-là, en fait, euh, qu'ils ont été créés, que vraiment il y a ce référence de 1036 formulations qui ont été définies au niveau de l'OMS. C'est vraiment en ce sens-là. Pour assurer déjà que vous achetez le bon produit et que ça vous fait du bien. Mais également, on comprend bien que quand vous allez, si on souhaite intégrer l'Ayurveda au niveau de la médecine dite moderne, si on arrive en disant ah bah oui mais bah oui la Nutella mais attendez parce que finalement il y en a une vingtaine de sortes différentes, bah, c'est pas possible quoi. Donc il y a vraiment besoin à un moment de standardiser ça. Euh, voilà. Et c'est vrai que là
l'utilisation des processus industriels, Hein. bon, bah, auront peut-être du bon. Parce qu'il y a vraiment ce cadrage-là. Une fois que vous dites à une machine de faire tant, elle fera tant et elle ne se trompera pas. Mhm. Donc, Il y a un deuxième point. oui, tout à fait, oui. Il y avait un deuxième point que je voulais discuter, c'est l'Inde ne va pas pouvoir produire toutes les plantes ayurvédiques et que en fait l'Ayurveda, et c'est pour ça que c'est différent entre le nord et le sud par exemple, c'est lié aussi au terrain et aux plantes du terroir. Et comment enfin, il va falloir développer un Ayurveda adapté à l'Europe et aux plantes que nous, on a comparé les propriétés. C'est aussi un énorme travail à chercher si les plantes sont non amères. Les rasa, c'est facile, mais les effets, les viriat, tout ça, ça prend plus de temps et c'est plus difficile, je pense. C'est ça, il y a vraiment un enjeu énorme au niveau de l'Ayurveda, comme vous l'avez souligné, hein. Il y a des Ayurvedas en Inde. L'Ayurveda du Nord n'est pas tout à fait le même que l'Ayurveda du Sud. Et après, en fonction de chaque Veda, en fonction de chaque tradition, etc., voilà, on relève, il y a pas si longtemps que ça, la colonisation britannique, hein, qui a vraiment cassé complètement et qui a dispatché énormément l'Ayurveda. Euh, Après, il y a le phénomène d'indépendance où là, il y a vraiment eu quelque chose. Donc, il y a quelque chose à créer, je pense, à recréer, à innover. Euh, et comme vous le disiez, à un moment, est-il, et là, la question n'a pas de réponse, en tout cas aujourd'hui, est-il judicieux pour un Français de consommer des plantes indiennes? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille chercher dans sa pharmacopée euh, à côté de chez lui des plantes similaires? Bon, là, après, là, c'est tout un débat. Est-ce qu'il vaut mieux consommer des plantes indiennes dans la tradition indienne de l'Ayurveda ou est-ce qu'il vaut mieux, à un moment, adapter et faire avec notre satmia euh, parce qu'on a des plantes aussi qui sont très bonnes et qui auront les mêmes, alors pas tout à fait les mêmes, mais qui vont avoir alors pas les mêmes vertus thérapeutiques, mais qui vont pouvoir avoir sur l'effet du corps enfin, le même effet du corps, sur le corps. Voilà. Et ça, c'est important. D'où, comme je l'abordais tout à l'heure, toute cette notion aussi de compréhension. Et ça, alors, c'est vrai que je l'ai abordé sans trop l'aborder, mais ça, c'est tout ce qui va être la génomique, la bioinformatique, d'aller chercher à comprendre comment les molécules des plantes ayurvédiques interagissent au niveau du corps, de manière, une fois qu'on a compris quelle était la molécule qui agissait de telle manière sur les cellules, sur les organes, sur l'organisme, de pouvoir après aller chercher le, pas l'identique, parce qu'il ne sera pas l'identique, mais le similaire, peut-être bah, d'une autre façon, avec des plantes occidentales. C'est très intéressant comme vision, mais moi, c'était la vision que j'avais quand j'ai étudié la chimie pour faire des médicaments. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que le principe actif d'une plante, c'est pas suffisant. Il faut toutes les molécules de la plante, et c'est ça qui empêche, qui permettent d'avoir une action particulière et qui permettent aussi d'avoir moins d'effets secondaires que ce qu'on a avec les médicaments quand on a isolé le principe actif, par exemple, de l'aspirine ou ce genre de choses. Et encore, l'aspirine, c'est gentil. Il y a pire comme molécule. Et effectivement, merci de nous rappeler cette réalité-là, parce que c'est une réalité. Mais comme vous le disiez juste avant, il y a un autre aspect de la réalité, c'est qu'à un moment, est-ce que l'Inde va pouvoir fournir et dans quelles conditions elle fournirait au monde les plantes? Voilà, c'est tout l'intérêt quand on y revient, c'est la voie du milieu. Oui, oui. Donc, d'un côté, il y a énormément, et effectivement, il ne faut pas tomber là-dessus parce qu'il y a vraiment la plante, voilà, et elle marche parce qu'elle est plante et parce qu'elle est comme ça. Oui, ok, et ça c'est vrai, c'est indéniable. Il y a des effets secondaires à la consommation de plantes, il ne faut pas non plus se fermer les yeux là-dessus, mais le processus même du fait que ce soit une plante et que ce ne soit pas une chimie, le corps va ne pas réagir de la même façon. Par contre, à un moment, aujourd'hui, comment on fait pour fournir la demande mondiale en plantes indiennes?
Je n'ai pas la réponse. Et c'est un des enjeux euh, de, de la, de l'innovation en Ayurveda. C'est vraiment le thème de ça. Tout à Bon, fait. Merci beaucoup pour cette conversation constructive. je vous en remercie. En tout cas, je vous remercie pour vos questions. Je vais devoir maintenant vous proposer bah, de clôturer ce moment de partage. Dans 5 minutes, vous avez Rita Ostenberg donc, qui va intervenir au niveau, elle, donc, de l'Ayurveda et la médecine intégrative. Je vous rappelle donc que cette journée donc, de conférence est organisée par la Fédération française de l'Ayurveda en partenariat avec l'ambassade d'Inde à Paris. Et donc, vous avez tout au long de cette journée 4 conférences, que les conférences sont disponibles en replay, si vous n'avez pas l'occasion d'aller les regarder en live. Elles sont disponibles en replay pour les inscrits, donc pensez à vous inscrire. Enfin, si vous avez participé, c'est que vous êtes inscrit, donc c'est bon, vous aurez accès au replay pendant une semaine. Et les replays seront accessibles à vie. Euh, c'est vraiment, c'est marrant de dire ça. Mais c'est la possibilité avec les nouvelles technologies. Donc les replays seront disponibles à vie pour les adhérents à la FFA, à la Fédération française d'Ayurveda. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos remarques. Et j'espère que ça sera que ça vous accompagnera dans votre vie et dans la réalisation de vos objectifs de vie. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.